Information en temps réel. Moi, c'est la 167. Tchenou. Comme vous voyez. J'ai décollé Ngaoundéré ce matin. Vous pouvez voir sur le tracking. J'ai décollé. Vous avez vu le monsieur que vous voyez avec le bâton ici là. Vous voyez avec le bâton. Voilà. Je suis au parc de Gadi. À Gadi, tous les camions sont stationnés. Tout. Il y a les gars en route avec les boudins, les cailloux. Aucun camion ne passe ici. Parce que les camions qu'on a renversés à Menganga, en fait, tous les chauffeurs ont décidé de garer. Au fait, tout est garé. Moi, je suis loin derrière ici là. Le rang a commencé loin là-bas. Donc, aucun camion ne traverse Gadi. Dès qu'un camion arrive à Gadi, les gars leur font garer automatiquement et obligatoirement. Si tu essaies de forcer, on va casser ton camion. Donc c'est comme ça. Voilà les informations en temps réel. C'est la 167 à l'appareil. Vous qui lisez les réseaux sociaux, personne ne veut entendre un traître mot positif sur Paul Biya. Parce que tous les Camerounais raisonnent en termes de souffrance. Ils regardent leur quotidien et regardent le quotidien de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi? Des gens qui sont heureux, des imbéciles heureux qui nous dirigent, et du peuple qui travaille tous les jours et dont la sueur de son front est utilisée par des individus qui le dirigent. Voilà, aujourd'hui, personne ne va entendre un traître mot. Donc si Biya s'en va en laissant le pays à l'heure actuelle, il subira la même ingratitude qu'il a fait subir au président Ahidjo jusqu'aujourd'hui. Nous souffrons de ça. Donc vous comprenez que si je fais une parenthèse sur la survie du pays, nous entrerons, la première chose que le prochain président doit faire, c'est de restituer l'honneur du président, l'honneur et le président, de la dignité du président Ahidjo. Pour que le Cameroun ait un avenir radieux, où s'ouvrent des horizons. L'autre héritage, donc, quand je reste dans l'égoïsme, l'héritage d'égoïsme, il nous a laissé un pays, il est en train de nous laisser un pays de népotisme, où on dirige avec ses enfants, on dirige avec son épouse, on dirige avec les neveux. Et on parlait du sous-sol camerounais qui est intact. Bon, d'accord, moi je suis d'accord avec le professeur, parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire dans nos brousses à l'est et partout dans le sud, bon, ils sont en train de gratter le sous-sol, parce qu'on n'en a plus que ça. Mais on dit, oui, l'honorable a dit, on a préservé notre sous-sol de l'appréhension de l'étranger. D'accord, je suis d'accord. Mais notre sous-sol n'est pas préservé des rapaces internes. Suivez seulement tous les contrats qui sont signés au Minmid. C'est le fils de, c'est le neveu de, et tout ça se ramène au président de la République. On passe par le système de népotisme. Enfin, regardez cet héritage d'égoïsme. Il y a des ministres dans ce gouvernement qui sont les ministres de la cuisine du président. La cuisine du président, ça veut dire quoi? Ben, vous avez une femme à la maison, non? Elle a une cuisine, je pense, M. Obama. Alors, vous comprenez très bien. Il y a des ministres qui font du mauvais boulot parce qu'ils savent qu'ils ne doivent rien au Premier ministre. Parce que le Premier ministre n'a jamais proposé la nomination. Il y a des ministres aujourd'hui qui savent qu'ils sont des ministres du sang de Paul Biya, de la progéniture de Paul Biya. Vous comprenez? Et donc, moi je m'amuse quand je vois des Camerounais surpris, pleurer tous les jours. Tel ministre, on dit les poubelles, tel ministre, on dit les routes, on dit ceci. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas quoi? Voilà l'héritage que le président a nous laisser. Un héritage des hommes de cuisine, un héritage des hommes de filiation. Alors c'est ça qu'il faut abréger dans la prochaine succession. Je pense encore que lorsqu'on rentre dans cet héritage-là de Paul Biya, l'héritage négatif, l'héritage noir, qu'il faut absolument changer, qu'il faut absolument renverser, il faut rester dans cette logique de Paul Biya qui justement nous laisse un héritage d'un homme dépensier, dispendieux, un homme qui n'aime pas son pays. Je prends un simple cas, prenez la Suisse, il a passé 49 jours en Suisse, c'était le grand débat d'octobre dernier. 49 jours. Je me souviens en 2012, il y avait des études des journalistes qui montraient que l'année 2012, le président avait mis pratiquement plus de 250 jours à l'extérieur. À l'hôtel intercontinental. On se pose la question. Ahidjo n'avait jamais passé plus de 15 jours à l'extérieur. Quand il y allait, c'était soit pour congé d'une semaine, il prenait son congé annuel, il partait à la Côte d'Azur, il revenait quelque part ici à Nassarao dans son village, ou alors il allait à Moulvoudaï. Parce que même quand vous arrivez sur la milieu de Moulvoudaï, je ne sais pas si ça a changé quand j'étais sur le terrain, vous allez trouver les derniers babouches du président Ahidjo, ces derniers sandales, et un t-shirt posé sur le lit, sur lequel il venait souvent dormir à Moulvoudaï. C'était une habitude sur le président Ahidjo. Valère Bessala, dans sa colère froide, ne fait qu'exprimer une vérité que beaucoup murmurent, mais que peu osent dire à voix haute. Celle d'un pays qui regarde ses dirigeants comme on regarde un père devenu sourd, incapable d'entendre la maison qui brûle.
Ce qui se dit dans les quartiers, dans les taxis-brousses, dans les marchés bondés, ce n'est pas la théorie politique, c'est la douleur brute d'un peuple qui a confié ses espoirs à un régime qui, selon lui, ne lui renvoie aujourd'hui qu'un silence métallique. Les plaintes qui montent ne sont pas des slogans, ce sont des cris étouffés, des histoires de familles serrant les dents, de citoyens qui disent se sentir snobés, méprisés, humiliés, parfois même abandonnés au bord de leur propre destin. Et dans ce brouillard d'accusations, dans cette tempête de rumeurs, de colère, de chiffres invisibles et de vérités que personne n'arrive à attraper, surgit une impression lourde, celle d'un pays où le pouvoir semble s'être refermé sur lui-même. Ce que Bessala dénonce n'est pas une simple liste de griefs, c'est une fracture. Il parle d'un Cameroun où les citoyens ont l'impression d'être devenus étrangers dans la maison qu'ils ont pourtant eux-mêmes construite. Il dépeint un régime qui, selon ses mots et ceux de nombreux critiques, se serait habitué au confort des communiqués officiels, au point d'oublier la réalité du goudron fissuré, des poches vides et des colères qui couvent. Il accuse un système qui, au lieu d'écouter, ironiserait, qui, au lieu de dialoguer, se barricaderait. Et le plus amer dans tout cela, c'est la sensation d'un peuple souverain pris au piège de son propre choix. Comme si l'acte démocratique était devenu un cadenas plutôt qu'une clé. Dans cet extrait qui claque comme une gifle, Bessala ne cherche pas la poésie, il cherche l'électrochoc. Il rappelle que la légitimité ne se résume pas aux urnes, mais se renforce chaque jour dans la capacité du pouvoir à répondre aux besoins les plus simples: sécurité, justice, pain, dignité. Or, dit-il, comment parler de dignité quand tant de citoyens ont l'impression d'être traités comme des figurants dans une pièce qui se joue sans eux ? Comment parler d'un État protecteur quand la confiance se délite et que les institutions semblent si loin que même un cri ne les atteint plus? Ce qu'il met sur la table, c'est le paradoxe terrible d'une population qui n'a jamais cessé d'espérer et d'un pouvoir qui, selon ses détracteurs, n'a jamais cessé de s'endurcir. Une population qui réclame simplement d'être regardée, entendue, reconnue. Un État qui continue de se présenter comme le garant de l'ordre et de la stabilité, mais qui peine à réaliser que la stabilité n'est pas l'immobilisme, que l'ordre n'est pas la peur et que le silence n'a jamais résolu un seul tremblement de terre social. À la fin, la rhétorique de Bessala n'est ni une menace, ni un appel au chaos, c'est un miroir amer, tendu devant ceux qui gouvernent et ceux qui subissent. Il ne demande pas d'aimer ou de détester, il demande de voir, de regarder enfin, sans détour, ce peuple souverain qui ne demande qu'une chose: qu'on se souvienne qu'il existe, qu'il compte, qu'il respire, et qu'il mérite mieux que d'être prisonnier de sa propre volonté.